cérémonie de remise de récompense à Fianco-Brangois dans le département de Vavois. La jeunesse de l'église évangélique La Bénédiction au chevet des pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Première convention des femmes de la communauté évangélique baptiste internationale, CEBI. Au Burkina Faso, les producteurs de coton manifestent leur inquiétude face à la pénurie d'eau à laquelle ils sont confrontés. Dans une récente déclaration, le ministre éthiopien a fait savoir que son pays a besoin d'une aide de près de 7,5 milliards de dollars. Après les pluies diluviennes qui ont occasionné plusieurs inondations, près de 100 personnes ont perdu la vie au Japon. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus à cette édition du journal sur Béni TV. L'excellence a été célébrée à Fianco-Brango, situé dans le département de Vavois, ici même en Côte d'Ivoire. Les élèves les plus méritants ont reçu des prix des mains des autorités compétentes. Plus de détails avec Pierre Loy, notre correspondant. Ils sont 18 meilleurs élèves 2017 et 18 de l'EPP Fianco-Brango dans la sous-préfecture de Dania, département de Vavois, notamment les admis en 6e qui ont reçu chacun un kit de fourniture scolaire. Selon le parrain, par ailleurs initiateur de cette journée, Giotto Junior, à travers ce geste, il attend s'inscrire dans le développement de l'éducation nationale dans la sous-préfecture de Dania. L'école est au commencement et à la fin. Parce que nos parents n'ont plus de terre. Ils ne peuvent pas, les enfants ne peuvent pas aujourd'hui travailler la terre et compter parmi les hommes de demain. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mobiliser pour pouvoir motiver, orienter, conseiller les parents pour que les enfants partent à l'école. Composé de prix Alphonse Djedje Madi, Seria Golé, premier instituteur de la sous-préfecture de Dania. Remettant les prix, l'inspecteur Diané Mamadou a salué cette initiative avant d'encourager les récipiendaires. Le pourcentage qui est de 96,42% dans cette école est un taux satisfaisant. Aux enfants qui ont été primés aujourd'hui, ce sont des mots de satisfaction, de reconnaissance en leur endroit. Ceux qui n'ont pas été primés également, il n'est jamais trop tard. Nous les exhortons à doubler d'ardeur, à doubler de travail pour que l'année prochaine, si Dieu fasse, si Dieu nous donne la possibilité de se retrouver, qu'ils soient parmi les primés. Notre présence aujourd'hui, ça dénote de ce fait que le président est sensible à l'action éducative au niveau de la région. Beaucoup d'actions sont menées. Nous avons la construction des collèges de proximité. Aujourd'hui, c'est les prix d'excellence que nous sommes en train de faire. Voilà, mais nous avons les prix en charge aussi que nous donnons toujours aux parents qui n'ont pas les moyens de choisir leurs enfants. Aux organisateurs d'ajouter que cette action, qui est la deuxième du genre depuis l'ouverture de cette école en 1977, sera une institution pour inciter les élèves à cultiver l'excellence. La jeunesse de l'église évangélique La Bénédiction, située à Adjamé, au chevet des pensionnaires de la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Cette confession a effectué une visite au sein de cet établissement pénitentiaire avec de nombreux dons remis aux détenus. Une jeunesse résolument engagée pour Christ et l'évangile du salut. C'est ainsi que se décrit la jeunesse de l'église évangélique La Bénédiction. Et elle l'a encore démontré le jeudi 5 juillet 2018 au cours d'une visite d'évangélisation et de charité à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, MACA. Les bras chargés de vivres, vêtements et de produits d'entretien, les jeunes de La Bénédiction ont apporté aux prisonniers l'évangile de Jésus-Christ. Un geste soutenu et apprécié par l'aumônerie des prisons de Côte d'Ivoire. L'ouvrier mérite son salaire. Je crois par la grâce de Dieu que leur récompense sera dans le nom de Jésus. Je dis vraiment merci à l'église de La Bénédiction, à son responsable, à tous les responsables issus de tous les rangs, que le Seigneur les bénisse. Je pense bien que ça ne sera pas une première fois, une dernière fois, mais vont revenir à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de prisons à visiter. Il y a 30 ou 33 prisons au niveau de la Côte d'Ivoire et je pense que par le concours, les prisonniers seront satisfaits. La valeur totale des dons frôle le million de francs CFA. Mais pour la jeunesse de La Bénédiction, le plus important est l'évangile qui sauve. Ne pouvant tous avoir accès à l'enceinte de la prison, les jeunes ont investi les rues de la cité voisine pour annoncer Christ ressuscité. Quel que soit le nom que tu t'attribues, quel que soit qui tu es, quel que soit ce que tu fais, frères et sœurs, ce matin encore une fois, Dieu te tend la main. Aujourd'hui, quelque chose m'a marqué. On a rencontré les prisonniers et quand on a fini, ils ont prié pour nous. C'est nous qui devons prier pour eux parce qu'ils sont dans la prison.
C'est nous qui devons prier pour eux parce qu'ils sont là où ils ont besoin que le Seigneur étende sa main sur leur vie. Mais ils ont prié pour nous, ils sont priés. Sincèrement, j'ai eu chaud au cœur. Dire qu'on est satisfait, sortir avec tout le sourire et puis laisser ces personnes-là derrière nous, ce serait trop dit. Ce serait trop dit qu'on est satisfait. Mais je peux dire que le Seigneur est satisfait. Je peux dire que le Seigneur Jésus-Christ, là où il est, a vu l'action que nous avons menée, a vu le cœur de ces prisonniers, a vu leur détermination parce qu'ils sont venus nombreux. Je peux dire que Dieu est satisfait. L'aide aux affligés et l'assistance aux démunis est l'un des axes prioritaires de l'action de l'Église évangélique La Bénédiction. Dirigée par le couple pastoral Sylviane et Sam Monté, l'Église a récemment apporté son soutien aux déguerpis de la commune de Cocody. Elle est aussi constamment engagée auprès des sinistrés et entend renforcer ses actions de portée sociale et spirituelle. Nous sommes là pour accompagner la jeunesse de l'Église évangélique La Bénédiction qui a pris l'initiative d'apporter des dons aux prisonniers. Selon la parole de Dieu qui dit dans Hébreux chapitre 1, verset 3, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. Et Matthieu chapitre 25, verset 35 à 36 nous dit, j'étais prisonnier et vous êtes venus vers moi. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Sur la base de cette écriture, nous nous sommes déplacés. Nous avons accompagné nos jeunes. Ils font un travail remarquable dans l'église évangélique de La Bénédiction. Après plusieurs heures de visite et d'évangélisation aux prisonniers de la Maka, les jeunes de l'église évangélique La Bénédiction sont repartis satisfaits, heureux d'avoir choisi la bonne part. Cristo, sauvez-vous, sauvez pour Cristo, sauvez-vous, sauvez Cristo, sauvez-vous, sauvez Holy Ghost, fire, Holy Ghost, fire, Holy Ghost. La première convention nationale des femmes de la communauté évangélique baptiste internationale, en abrégé CEBI, a eu pour cadre le siège de l'église située à Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët, ici même à Abidjan. L'événement a été l'occasion d'une forte mobilisation d'enseignement et de mission autour du thème « Femmes choisis la bonne part ». Pendant toute une semaine, du 3 au 8 juillet 2018, les femmes de la communauté évangélique baptiste internationale ont été à l'honneur. La toute première convention nationale des femmes de la CEBI a été pour elles un cadre de mobilisation, d'enseignement et de mission qui s'est achevé par un culte spécial aux allures de grandes fêtes, rehaussé par la présence de nombreux artistes, dont Lia et Reina Delcana. Mais les femmes de la CEBI ont surtout été enseignées au cours de cette journée festive. La révérende Esther Dia, l'oratrice invitée, les a édifiées à travers le thème « Femmes choisis la bonne part », thème principal de cette convention. La communauté évangélique baptiste internationale, dirigée par le révérend Conan Djibril et son épouse, l'évangéliste Conan Pelagi, fait des femmes un pilier important de son expansion. L'objectif d'abord de cette convention, c'est de réveiller les femmes et d'emmener les femmes surtout à travailler dans la maison de Dieu. Dire aux femmes d'aller à l'essentiel qui est Jésus-Christ. Donc je pense qu'à partir de ce moment aujourd'hui, toutes les femmes vont se réveiller et elles vont se mettre ensemble. Nous croyons qu'au sein de nos assemblées, les départements doivent aussi œuvrer. Nous avons voulu cette rencontre comme une plateforme de réflexion, une plateforme de réfléchir à la mission que le Seigneur nous a donnée. Une plateforme de sensibilisation et de mobilisation. Mobiliser les femmes à l'œuvre de Dieu, les faire comprendre leurs responsabilités, parce que le monde aujourd'hui met les femmes en arrière, met les femmes en arrière de toutes choses. Nous devons les faire comprendre quel est leur rôle important aussi dans la maison du Seigneur. Mission bien assimilée par les femmes de la communauté évangélique baptiste internationale. Par la voix de leur présidente, Madame Agui, elles se disent prêtes à s'impliquer davantage dans l'œuvre. Bon, aujourd'hui, je pense que les femmes doivent être plus actives. Et on doit aussi aller vers nos sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont affaiblies. On doit aller vers elles pour les motiver, pour qu'elles soient actives dans la maison du Seigneur. Hormis l'action de grâce, diverses autres activités ont meublé cette première convention des femmes de la communauté évangélique baptiste internationale.
Débutons le tour de l'actualité africaine par le Burkina Faso où les producteurs de coton sont confrontés à une pénurie d'eau qui les inquiète véritablement. Cette situation ayant des répercussions sur le rendement de leur production. Les producteurs de coton du Burkina Faso s'inquiètent de la production de l'or blanc cette année. Le pays est confronté à une pénurie d'eau et craint d'enregistrer un faible rendement en coton. Mathieu Idogo, cultivateur de coton, craint de subir une baisse de ses revenus de moitié comme en 2017. À venir, l'inquiétude, tout peut-être ce qui l'inquiète. Nous qui dépendons des cultures pluviales, l'inquiétude est là. Parce qu'on n'est pas certain qu'il y ait moins de pluie, qu'il y ait plus de pluie. Bon, on est régionalement exposé à ce problème-là. Mon rendement en coton était mauvais cette année à cause de la sécheresse. Il n'y a pas eu de bonne pluie. Le gouvernement burkinabé a annoncé en avril dernier qu'il mettrait en place une assurance agricole qui protégerait les agriculteurs contre des catastrophes naturelles. Le pays prévoit une production record de 836 000 tonnes à la fin de la saison 2018-2019. Le coton représente 70% des exportations du Burkina Faso et emploie environ 80% de sa population active. L'opposition congolaise a fait savoir son mécontentement suite aux récentes mesures d'austérité initiées par le gouvernement dans le but de revitaliser l'économie. L'opposition congolaise s'insurge contre les mesures d'austérité récemment prises par le gouvernement. Une coalition de partis de l'opposition dite constitutionnelle vient de signer un mémorandum dans lequel elle appelle Brazzaville à réorganiser son plan d'austérité à travers des mesures rigoureuses et une véritable lutte contre la corruption. Selon les responsables de ce collectif, il est difficile pour l'instant de percevoir les résultats des mesures annoncées par le gouvernement et qui visent notamment à réduire le train de vie de l'État. Des fruits qui ne tiendraient pas la promesse des fleurs selon ces hommes politiques et autres leaders d'opinion, alors même que l'économie du pays d'Afrique centrale se remet difficilement de la baisse des prix du pétrole ces dernières années. Pour l'opposant Paul-Marie Mpouélé, qui demande aux autorités congolaises de s'inspirer du Gabon, dont le président s'est débarrassé, dit-il, de plus de 200 conseillers, le président Denis Sassou Nguesso doit, je cite, demander à ceux que l'opinion publique a déjà désignés comme voleurs de rapatrier les fonds. Le FMI a récemment conclu un accord avec le Congo pour un programme de relance de l'économie du pays, mais a formulé des contraintes de gouvernance rompant avec, je cite, les pratiques du passé avant toute ratification. Le Premier ministre éthiopien a fait savoir dans une récente déclaration que son pays nécessiterait une aide de près de 7,5 milliards de dollars afin de concrétiser plusieurs grands projets d'infrastructure. L'Éthiopie a besoin de 7,5 milliards de dollars pour finaliser des projets d'infrastructure. L'évaluation a été faite vendredi dans une déclaration du Premier ministre. Au nombre des projets figure la construction d'un barrage massif et des routes qui conduiront à l'industrialisation selon le gouvernement. Abiy Ahmed s'est exprimé devant le Parlement alors qu'il veut anticiper sur le vote du budget 2018-2019. Dans son adresse, le chef du gouvernement a demandé à son cabinet plus d'efficacité et de prudence dans ses dépenses de fonds publics. Il a en outre rappelé que de nombreuses entreprises d'État sont lourdement endettées et les recettes d'exportation représentent le tiers de l'objectif annuel de 10 milliards de dollars. Suite à l'accord de partage du pouvoir signé ce week-end entre le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar va reprendre son poste de vice-président. Le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud ont accepté samedi en Ouganda un accord de partage du pouvoir qui doit voir le chef rebelle Riek Machar retrouver son poste de vice-président. Cet accord survient alors que les Nations Unies avaient donné au parti en conflit le président Salva Kiir et son grand rival et ancien vice-président Riek Machar jusqu'à fin juin pour parvenir à un accord politique viable sous peine de sanctions.
Il a été convenu sur le principe que son Excellence Salva Kiir travaillera avec son frère, le docteur Riek Machar, pour la paix et la stabilité au Soudan du Sud. Il a été convenu que nous aurons 4 vice-présidents. Bien sûr, le président actuel restera en place. Son Excellence Riek Machar assumera le poste de premier vice-président. Quelques jours plus tôt, gouvernement et rebelles du Soudan du Sud avaient convenu de retirer leurs forces des zones urbaines dans le cadre d'un accord signé à Khartoum portant sur la sécurité. Un accord qui fait suite à celui du cessez-le-feu permanent signé par les 2 belligérants le 27 juin et qui a relancé les espoirs de paix dans ce pays ravagé par la guerre. Le chef de la diplomatie transalpine, Enzo Moavero Milanesi, était récemment en visite officielle en Libye. Une visite pendant laquelle l'Italie et la Libye ont décidé de réactiver le traité d'amitié signé en 2008 entre Silvio Berlusconi et Muammar Kadhafi. Enzo Moavero Milanesi est le premier haut dignitaire italien à poser le pied sur le sol libyen depuis la formation du gouvernement de Giuseppe Conte. À Tripoli, le chef de la diplomatie transalpine et son homologue libyen se sont mis d'accord pour réactiver le traité d'amitié signé en 2008 par Silvio Berlusconi et Muammar Kadhafi. Je voudrais dire que ma visite marque le début, espérons-le, d'une coopération plus intensive avec le gouvernement libyen. Pour nous, la stabilité et la paix en Libye sont des éléments essentiels pour l'équilibre dans la région et en Méditerranée. Cela sert donc directement nos intérêts, non seulement ceux de l'Italie, mais aussi ceux de l'Union européenne. Le traité de 2008, suspendu en 2011 après la révolte fatale au colonel Kadhafi, prévoit 5 milliards de dollars d'investissement italien en compensation de la période coloniale. De son côté, Tripoli s'engage à limiter l'immigration clandestine depuis ses côtes et donne à Rome la possibilité de refouler les migrants entrés illégalement sur son territoire, une clause dénoncée par les défenseurs des droits de l'homme. L'actualité internationale débute par le Royaume-Uni où les violents échanges qui ont eu lieu au sein du gouvernement et du Parlement britannique ont poussé le négociateur en chef du Brexit à rendre sa démission. Le ministre britannique en charge du Brexit a démissionné. La perte de son négociateur en chef est un sacré revers pour Theresa May, mais ce n'est pas une surprise. Depuis la semaine dernière, l'hypothèse était avancée en Grande-Bretagne, tant les débats au sein du gouvernement et du Parlement sont complexes et virulents. Les tensions se sont cristallisées autour de la vision de la Première ministre sur la relation de son pays avec l'Union européenne une fois le Brexit accompli. Cette démission intervient 2 jours après l'annonce d'un accord au sein du cabinet sur la volonté de maintenir une relation commerciale post-Brexit étroite avec l'UE. Mais David Davis, eurosceptique convaincu, estime que la voie suivie ne permettrait pas de délivrer ce pourquoi les Britanniques avaient voté. Au mieux, nous serons dans une position de faiblesse pour négocier avec Bruxelles, a-t-il estimé. Toujours à propos du Brexit, Theresa May a insisté sur un point essentiel. Après le Brexit, la libre circulation des personnes à l'intérieur du Royaume-Uni ne sera plus possible. Reprendre le contrôle de sa politique migratoire, Theresa May s'est montrée ferme. Après le Brexit, il ne sera plus possible aux ressortissants européens de circuler librement au Royaume-Uni. La première ministre britannique et son gouvernement ont présenté leurs propositions sur l'une des questions cruciales de l'après-Brexit, la libre circulation des individus. Mais Theresa May ne souhaite pas rétablir des frontières totalement opaques. Elle propose la création d'un dispositif pour faciliter les déplacements de ceux qui souhaitent voyager, travailler ou étudier dans les territoires des uns et des autres. La libre circulation des personnes en provenance de l'Union européenne prendra fin. C'est ce que j'ai déjà dit. Et ce que je continuerai à dire, c'est que nous savons que des gens voudront encore voyager en Europe et que des Européens voudront se rendre au Royaume-Uni. Chacun aura le droit de bénéficier d'opportunités dans leur pays respectif, comme nous l'avons déjà fait avec le reste du monde.
Ce qui est clair pour moi, c'est que nous mettrons fin à la libre circulation des personnes. En ce qui concerne les règles d'immigration pour les personnes venant de l'Union européenne, nous devons les examiner dans le contexte des règles que nous avons déjà pour l'immigration en provenance de l'extérieur de l'Union européenne et nous déciderons de ce qui convient le mieux pour le Royaume-Uni. Nous choisirons la solution la mieux adaptée au Royaume-Uni et donc à notre intérêt national. Après ces ministres, Theresa May devra convaincre son parti ainsi que l'Union européenne, mais dans le camp conservateur, on craint un Brexit inachevé. Réélu avec près de 52% des voix, Recep Tayyip Erdogan a été officiellement investi. Le président turc rempile pour un autre mandat de 5 ans. Il est plus que jamais l'homme fort de la Turquie. 2 semaines après sa réélection dès le premier tour de la présidentielle, Recep Tayyip Erdogan est officiellement investi ce lundi pour un nouveau mandat de 5 ans. Au pouvoir depuis 2003, d'abord comme Premier ministre, puis comme président, Erdogan voit désormais ses prérogatives élargies par une réforme constitutionnelle qui fait rentrer la Turquie dans une nouvelle ère. Fini le régime parlementaire, place à un système présidentiel qui confère au chef de l'État l'essentiel du pouvoir exécutif. Il nommera lui-même les ministres et pourra promulguer des décrets. Des pouvoirs renforcés alors que la Turquie vit sous le régime de l'état d'urgence depuis la tentative de coup d'État de juillet 2016. Dans la foulée de ce putsch manqué, le pouvoir a déclenché au sein de l'État une vaste purge qui se poursuit encore aujourd'hui. Ce dimanche encore, plus de 18 000 personnes, fonctionnaires de police, militaires, employés du ministère de la Justice et de l'Éducation ont été limogés. Près de 150 000 fonctionnaires au total remerciés depuis le début de la purge et plus de 50 000 personnes arrêtées, dont des journalistes. Recep Tayyip Erdogan est accusé d'utiliser le coup d'État comme prétexte pour museler l'opposition. Pour son rival à la présidentielle, la Turquie entre dans une dangereuse période du règne d'un seul homme. Dérive autoritaire pour certains, garantie de la stabilité pour d'autres. Pour les partisans d'Erdogan, le nouveau système présidentiel est un rempart contre les nombreuses menaces qui pèsent sur la Turquie. Après les récentes pluies diluviennes qui ont provoqué plusieurs inondations au Japon, plus de 100 personnes ont été repêchées par les secouristes. Un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Ces secouristes japonais creusent, cherchent et fouillent les maisons éventrées par la boue et ne cessent de retrouver des victimes. Une centaine de corps ont déjà été récupérés. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le Japon entre vendredi et hier ont atteint des records, provoquant des inondations et des glissements de terrain. Face à la gravité de la situation, il s'agit d'une des plus graves catastrophes du genre ces dernières années. Le Premier ministre Shinzo Abe a décidé d'annuler une tournée prévue à partir de mercredi en Belgique, France, Arabie Saoudite et Égypte pour donner la priorité aux sinistrés. Un peu partout, en revenant dans leur maison après la fin de la pluie, les habitants ont commencé à réaliser l'ampleur du désastre, avec des quartiers entiers noyés, des voitures gisant dans des cratères de routes totalement effondrés, des ponts emportés et autres scènes de désolation. Dans la ville de Kurashiki, plus personne ne semble demander de l'aide depuis les toits ou terrasses d'immeubles de cette cité, selon les observations effectuées par hélicoptère, et le soleil brûlant commence à dessécher la boue. Décidé à renforcer son industrie textile, le Rwanda a augmenté en 2016 les droits d'importation sur les vêtements d'occasion, bouleversant ainsi un secteur qui vaut des millions de dollars. Ici, dans ce marché de la capitale, on vend de la fripe, des vêtements d'occasion. Un secteur qui était très florissant, mais en 2016, le gouvernement rwandais décide de multiplier par 12 les droits de douane pour l'importation des habits d'occasion. Il est difficile de trouver des vêtements de seconde main à revendre. C'est difficile de gagner de l'argent. Avant, avec 5 000 francs, on pouvait acheter 15 habits et les revendre 20 000. Ça payait la scolarité de nos enfants, leurs habits et leur nourriture. L'Afrique de l'Est importe environ 1/8 des vêtements d'occasion dans le monde. L'industrie emploie 350 000 personnes. La majeure partie des fripes viennent des États-Unis. Et pour le président du Rwanda, Paul Kagame, ce marché bloque le développement d'entreprises locales. Le Rwanda a une stratégie clairement d'industrialisation et donc de ce point de vue-là, il est tout à fait raisonnable de mettre sur pied une forme de protectionnisme qui pourrait bénéficier à terme à l'industrie locale.
Face à l'augmentation des prix des vêtements de seconde main sur le marché, certaines personnes se tournent vers des habits made in Rwanda. Dans le village culturel de Kigali, une vingtaine de stylistes ont ouvert des magasins pour mettre en avant la production locale. Au lieu d'acheter des vêtements d'occasion au même prix, vous pouvez acheter ce qui est fabriqué localement. Ça devient une fierté d'avoir une pièce made in Rwanda dans son placard. Si à long terme le marché local pourrait bénéficier de cette forte taxation, à court terme, les Rwandais qui ont des revenus modestes doivent s'adapter à cette nouvelle donne, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs de vêtements d'occasion. L'aérodynamisme est un secteur qui influence les performances des cyclistes dans les compétitions telles que le Tour de France. Suivons cette vidéographie pour plus de détails. L'aérodynamisme est l'un des facteurs qui influence le plus les performances des cyclistes dans des compétitions comme le Tour de France. Pour diminuer la résistance de l'air, la position du corps influe beaucoup. Les cyclistes recourent aussi à des stratégies comme les casques aérodynamiques, des vêtements moulants et l'épilation du corps. Mais la méthode la plus efficace pour améliorer l'aérodynamisme reste le travail en équipe. En se plaçant dans le sillage d'un coéquipier, on peut profiter de son abri du vent, diminuer la résistance aérodynamique et pédaler avec un moindre effort. C'est le phénomène d'aspiration. Le cycliste de tête produit le plus gros effort, les autres s'économisent. Lors d'une échappée, la stratégie varie en fonction du vent et donne lieu à différentes formations. En double file, le meneur se déporte sur le côté en s'écartant du vent et le coureur suivant prend le relais environ tous les 100 à 200 mètres. La rotation est constante. Par vent de côté, les coureurs cherchent un abri naturel du vent, un éventail se crée afin que chacun se protège et diminue sa résistance aérodynamique. Ainsi, les coureurs de l'échappée profitent à tour de rôle du phénomène d'aspiration. Dans un peloton, le roulement en tête de groupe est souvent plus long selon l'intensité, la fatigue, le niveau de chaque coureur. Le sprinter, au milieu du groupe, profite de l'aspiration. Il peut économiser jusqu'à 50% de son énergie. Il sera alors prêt à fournir 100% de sa puissance dans les derniers hectomètres du parcours. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Restez bénis sur Béni TV. Au revoir.